Bonjour, alors je m'appelle Ferda Tartanoglou, je suis développeur indépendant, je suis au PMU donc depuis 4 ans maintenant et je vais vous présenter ici l'expérience qu'on a eue sur une refonte complète de l'application, une refonte qu'on a commencé il y a environ 2 ans et un focus particulièrement sur les technologies autour du NoSQL qu'on a utilisé avec un retour d'expérience et les problèmes qu'on a rencontrés, la façon dont il les a résolus. Problèmes à la fois techniques, mais aussi liés un peu au fonctionnel. Donc, le challenge qu'on a adressé, c'était de construire une application qui soit performante, bien sûr, parce que beaucoup d'exigences des parieurs qui vont être très demandeurs en fait d'une information très fraîche au dernier moment d'une course, par exemple, et aussi une utilisation du multicanal. Alors, multicanal, beaucoup d'applications différentes, diverses et variées. On a le site web pour prendre des paris, on a plein de choses. Donc, des plateformes qui doivent répondre aux exigences des parieurs, c'est 1 milliard d'euros d'enjeux par an, donc aussi une gestion de compte assez conséquent, c'est comme une banque. Et aussi une très forte affluence au niveau des week-ends, par exemple, quand il y a des grands événements, le Prix d'Amérique pour une course hippique, ou la Coupe du Monde, si on a beaucoup d'événements à ce moment-là. Et aussi beaucoup de contraintes de régulation, parce qu'on a une autorité de régulation des jeux, donc des exigences aussi techniques de ce côté-là. Alors, une présentation en bref du nouveau site, en fait, parce que c'est une refonte aussi un peu ergonomique et technique. Alors, je vais peut-être, si j'arrive à me connecter. Voilà, donc, ah non, désolé. Voilà. Donc, un site web qui est revu aussi ergonomiquement avec de l'information très fraîche qui arrive au fil de l'eau, avec une timeline sur laquelle on va voir défiler les courses du moment. En ce moment, alors je ne sais pas, on a une course en Hollande qui va démarrer, je crois, à 18h, 18h30, une course qui est ici en cours. Il y en a de l'information qui arrive dès que je mets une souris, donc un site très réactif. Donc ça, c'était vraiment l'objectif qu'on a, comme vous voyez ici aujourd'hui, en production à temps. Alors le multicanal, c'est quoi? C'est aussi, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des applications web et mobiles, mais aussi toute une gamme d'applications qu'on doit délivrer. Donc, c'est des informations en temps réel dans les points de vente, avec des écrans tactiles ou des informations. Des prototypes aujourd'hui, mais qui vont être disponibles donc, prochainement, des tables surface sur lesquelles on va pouvoir jouer à plusieurs sur les jeux. Donc vraiment des applications avec des technologies très différentes qui devront tous utiliser la même API et récupérer les mêmes informations et jouer avec le même compte client sur ces différentes technologies. Donc, je vais vous présenter les différentes technologies NoSQL qu'on a utilisées pour adresser donc, ce challenge. Donc, la première chose que je vais présenter, ça sera sur l'utilisation de ce qu'on appelle le SSO, donc le Single Sign-On, parce qu'on a besoin d'être connecté sur l'ensemble des applications par rapport à un canal. Je suis sur le site web, je me suis connecté, je veux pouvoir naviguer entre mon univers hippique, mon univers sportif, mon univers poker, si je dois par exemple faire des transferts d'argent sur mon compte. Et aussi donc garder une certaine session. Donc la deuxième utilisation qu'on a fait, c'est du cache distribué. Donc je vais venir dessus longuement parce qu'on a eu pas mal de problèmes que nous avons rencontrés par rapport à la distribution très fraîche de l'information. Du NoSQL un peu dans le sens classique du terme, donc pour stocker du document de jeu ou du compte de jeu ou d'informations sportives, avec un certain type de requête pour afficher l'information.
Et finalement, une utilisation de type WebSocket. Vous avez eu plusieurs présentations aujourd'hui sur les différentes technologies, donc vous aurez un autre retour d'expérience dessus et de la façon dont on a utilisé les différentes technologies pour adresser certaines problématiques. L'environnement technique donc cible qu'on a eu, c'est celle-là. C'est un environnement donc frontal, différentes applications, qu'elles soient natives ou en JavaScript, etc. Donc, qui ne sera pas bien sûr le focus de ma présentation. Au niveau middle, on a différentes applications. On est très Java, donc on est concentré autour des applications Tomcat, des applications en Spring pour délivrer des services JSON REST, et du Vertex pour tout ce qui est WebSocket. Je reviendrai donc dans la troisième partie de ma présentation. Côté back, bon, on a toujours de MySQL, donc not only SQL, mais on a toujours du SQL. Déjà, on a des applications existantes qui l'utilisaient, donc on réutilise la donnée. Il y a aussi une expertise aussi de l'équipe qui a préféré utiliser des requêtes SQL pour adresser certaines problématiques. Et pour toutes les nouvelles applications, certaines demandes fonctionnelles, on a opté pour Couchbase. Et Redis, que je viendrai tout à l'heure, qu'on a utilisé essentiellement pour la partie Vertex, pour la technologie WebSocket. Donc la Session Store, c'était le besoin initial qui nous a poussé à étudier en fait ce type de technologie. Donc la gestion de la session en distribué. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs univers sur lesquels on veut aller. On veut aller d'un univers à l'autre sans perdre ses informations, tout en restant connecté, connaître son solde de jeu. Je vais jouer sur un jeu hippique, je viens de gagner, je suis content, j'ai l'information tout de suite. Je vais pouvoir aller dans mon univers sportif pour regarder, peut-être pour jouer sur un événement sportif à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on va stocker dans ce Session Store? Déjà, par définition, l'information de la session. Donc, on a décidé de stocker un minimum d'informations pour avoir le moins d'impact possible au niveau mémoire. Et tout cela va nous permettre essentiellement d'avoir des serveurs middle sessionless. Toute la session, au minimum, stockée donc, dans cette Session Store en mémoire. Donc pas de problématique d'affinité de session, d'avoir ce qu'on appelle de sticky session véhiculé par des cookies, etc. N'importe quelle requête pourra interroger n'importe quel serveur. Ce qui permet aussi pour notre équipe d'exploitation de faire du déploiement à chaud. C'est-à-dire, voilà, on va reconfigurer un serveur, changer quelques propriétés ou carrément faire une montée de version ou un patch, ce qui nous permet de ne pas bloquer une personne, de le déconnecter, ce qui est très important, surtout avec l'arrivée en fait, du sportif et du poker. Au niveau exploitation, plus aucun creux ou de moments où des personnes ne sont pas connectées, ce qui n'était pas le cas avec le hippique. Avec le sportif et le poker, c'est du 24 heures. Donc le déploiement à chaud, sans que les personnes sont connectées, s'ils sont sur leur tournoi de poker et que ça fait 5 heures qu'ils sont connectés, ils sont contents d'y rester. Donc la première solution qu'on a utilisée, vu notre expérience de développeur dessus, c'était Memcached. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà utilisé Memcached dans la salle. Oui. Donc une technologie que beaucoup de personnes connaissent. C'est très simple à utiliser. Je fais un get, un set chez ma donnée. Donc on s'est basé sur du Memcached pour implémenter cette solution de stockage de la session, et on s'est basé tout simplement sur le TTL, donc le time to live de l'objet qu'on a mis en cache pour délimiter la durée de la session. On a des exigences au niveau de sécurité au PMU. Voilà, si on s'éloigne de son poste pendant 30 minutes, on doit obligatoirement donc clore la session. Et à chaque requête qu'on va envoyer au service, on va prolonger ce TTL sur cet objet-là. Donc voilà comment on l'a introduit. Et très rapidement, on s'est poussé à des problématiques de comment je vais maintenir, exploiter, scaler cet environnement Memcached.
Et la solution, c'était Couchbase. C'était assez logique parce que ce sont les mêmes équipes de développement qui vont assurer les API Java qu'on utilise dessus. C'est des équipes qui ont construit par-dessus des outils de monitoring et de robustesse pour assurer un cluster composé uniquement de le même cache. Et ça assure aussi donc la persistance, qu'on n'a pas forcément besoin dans ce premier cas, mais que l'on utilisait par ailleurs donc pour stocker de la donnée sur disque, donc robustesse en cas de défaillance mémoire d'une machine. L'API STK, bien sûr, donc celui de même cache unique, ce qui nous permet aussi d'y aller assez facilement. Donc une utilisation de multiples usages, donc on l'a utilisé à la fois donc, pour stocker la session, mais aussi pour justement le cache distribué et du NoSQL. Ça ne répond pas à toutes les problématiques qu'on a rencontrées. Je reviendrai plus tard. Pour tout ce qui est WebSocket, par exemple, on n'a pas hésité à passer sur du Redis pour profiter de la technologie Publish-Subscribe qu'offre cette technologie-là. Alors, je fais une petite démonstration. Non. Alors là, j'ai le console de monitoring Couchbase, pour ceux qui connaissent, qui me permet de regarder déjà dans un environnement le nombre de nœuds que j'ai ici. Je l'ai installé en local, donc je n'ai qu'un seul nœud. Je peux voir rapidement la mémoire, le disque utilisé, les différents nœuds, faire des actions dessus. Alors toutes ces informations proviennent aussi d'une API REST JSON du serveur, qui me permet aussi de scripter tout ça en environnement d'exploitation si jamais je veux l'intégrer dans mes outils de monitoring officiels. Donc là, chez ce qu'on appelle nos data buckets, c'est des buckets d'exemples que j'ai mis ici pour faire une petite démonstration. Je suis sur le cache par défaut et j'ai un certain nombre de métriques ici qui me permettent de surveiller ma plateforme. Alors je vais lancer une petite application ici. On ne le verrait pas, mais vous verrez le résultat ici. Voilà, donc là vous voyez que j'ai lancé une petite application qui m'a fait des get et des set sur la plateforme. Donc je suis environ en pic à 20 000 opérations d'écriture et de lecture par seconde. Et je peux aussi monitorer ici un certain nombre d'activités. Donc très utile. Alors, premier problème qu'on a rencontré en pré-production pendant un tir de performance réalisé par notre équipe d'exploitation, c'était lié en fait on a rencontré un disque full, un disque de persistance rempli, alors qu'on ne stockait pas encore de données essentielles. Quelque chose de très important ici qu'il faudrait voir, c'est ce qu'on appelle la fragmentation. Ici, je vois que j'ai alloué un espace TC assez faible pour la voir, j'ai 83% de fragmentation dessus. Alors la fragmentation, qu'est-ce que c'est? La persistance sur disque de Couchbase, qui proviennent en fait de la philosophie CouchDB, qui est aussi intégrée dans la solution, c'est que c'est du append-only storage. Donc chaque événement qui va survenir sur un objet va être rajouté en fin de fichier pour assurer des performances. Ici, j'ai construit 3 objets A, puis B, puis un C. Deuxième chose, je vais faire des modifications sur A qui devient A'. En fait, la donnée A, elle reste toujours sur le disque. Donc je l'ai mis en fin de fichier sous la forme d'une opération successive, de même pour B'. Et quand je crée un D, il se met en fin de fichier. Ça concerne aussi la suppression, mais ça concerne aussi essentiellement aussi la modification du TTL, donc tout ce qui est modification de la metadata
me générer aussi ce problème. D'où mon problème, on avait énormément de lecture et d'écriture, surtout d'écriture sur ces objets-là. Quand on a mis en production donc, environ 100 000 utilisateurs qui faisaient des requêtes en termes de pic d'activité, on a atteint vite ces résultats. Donc, solution, donc voilà. Couchbase a un processus dit de compaction qui va se déclencher à un certain moment de la fragmentation. Dès que la fragmentation atteint un certain niveau, ce processus va être déclenché, que l'on peut bien sûr paramétrer, et qui va réduire donc la taille à la taille prévue. Par contre, dans notre cas, on n'arrivait pas à avoir ce temps pour faire la compaction. Donc, solution donc, assez simple, hein, donc réduire le nombre d'écritures donc, pour minimiser cette fragmentation-là. Donc, on utilisait en fait le système Get and Touch qui permet de récupérer une donnée et de mettre à jour directement le TTL. On est passé par je récupère la session, je regarde une autre donnée metadata qui me donne quel est le dernier temps où j'ai fait un update dessus. Et j'ai un paramètre ici que j'ai montré qu'il est à 60. Si j'ai déjà fait un update avant 60 secondes, je ne le refais pas. Bien sûr, je ne suis plus en fait à 1 minute près pour ma session ici, mais si c'est un délai acceptable par le métier, ce qui a été cas chez nous, on l'a implémenté de cette façon-là. Ce qui nous a beaucoup réduit, bien sûr, le taux de fragmentation, là, qui a quasiment disparu, complètement disparu même. Bien sûr, on ne fait plus de touch, mais un set, parce qu'il faut aussi mettre à jour le dernier update. Donc là, une première utilisation réussie, on va dire, de la Session Store par rapport à ça, on l'a tout de suite utilisé pour mettre des données en cache. Donc, pas forcément besoin de très haute disponibilité sur chaque nœud, contrairement à la Session Store, mais elle doit être toujours performante et toujours à jour. Alors, les données qu'on a mis en cache, on l'a utilisé à deux niveaux. Niveau JSON, c'est-à-dire le résultat des requêtes qu'on a dû mettre en cache, et le résultat aussi des informations qu'on a obtenues auprès des sous-systèmes externes. Ça peut être une base de données, mais c'est aussi des données qui proviennent de flux JMS ou des appels à des mainframes, etc., externes, qui sont surtout très coûteux, et ces objets intermédiaires, on les met aussi en cache. Alors, quelque chose donc aussi important donc, à souligner, c'est la granularité des objets que l'on va mettre en cache. Plus l'objet est gros, plus chaque modification d'une donnée qui est contenue dans ces données-là va invalider le cache ou l'objet. L'objet ne sera pas aussi fraîche. Donc, on multiplie le nombre d'objets avec des liens entre les objets. Ici, j'ai un client qui a le minimum d'informations, son nom, son prénom, qui a un ID. Il est lié à un autre objet, solde, qui va contenir uniquement son solde, qui lui-même est lié à un compte qui peut avoir un état activé, désactivé, interdit de jeu, etc. Donc, et ici, bien sûr, essentiellement, le solde va bouger énormément à chaque jeu, à chaque gain, etc., que ce soit l'initiative du parieur ou autre, ou pas. Les informations clients ne bougeront jamais. Donc, la répartition me permet d'avoir des TTL qui sont en fonction de l'objet. Par contre, donc, deuxième problème qu'on a rencontré, c'était les appels concurrents. Alors, comme j'ai dit, on a énormément de différentes frontales qui vont appeler nos services, et on n'a pas forcément la main, quand on développe des services, de savoir de quelle façon le client, le frontal, va utiliser nos services. Et il se peut très bien que ce besoin change, qu'un utilisateur, même s'il peut le changer, ou une application mobile n'a pas les mêmes exigences qu'une application web. Donc dans ce cas-là, on avait un front qui faisait, pour faire une page un peu spéciale, de faire 3 requêtes. Les gains potentiels d'un client, ses derniers jeux, et aussi quelque part le résumé de son pari. Donc très bien, donc ces 3 services qui étaient appelés en parallèle, en concurrence depuis le frontal. Mais ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, la première appel, tout le monde appelle le cache, et tout le monde ne trouve pas la réponse. C'est nul. Enfin, nul dans le sens, c'est un objet nul en Java qui est retourné. Et tout le monde va invoquer le système externe. Tout ça en même temps. Le système externe ici, c'est un mainframe qui va prendre un petit peu de temps, donc je n'ai pas encore le temps de le mettre en cache tout de suite. Donc les 3 appels, même s'ils sont à très
peu d'écart entre les appels, vont taper dans le système externe. Bien sûr, une fois qu'ils ont reçu la réponse, ils vont tous mettre à jour le cache avec la même information. Donc bien sûr, pas très performant, surtout au niveau de l'exploitation, le système externe, on l'appelle très souvent, surtout dans des situations très, très extrêmes, c'est vite catastrophique. Donc, presque un no-go pour aller en production. Donc la solution qu'on a mis en place, c'est une sorte de polling sur un get. Donc ici, je mets exprès pour vous expliquer les services, les appels de service un par un. Il faut imaginer qu'ils peuvent arriver en même temps. Mais quel que soit l'appel, un appel qui arrive va faire donc cet appel dans le cache, il va recevoir le nul et va tout de suite mettre une promesse dans le cache en utilisant l'opération increment. Alors l'opération increment, ça a l'avantage d'être atomique et d'être garanti, être atomique par couche-base. Donc si j'en ai deux en même temps, le deuxième aura forcément la valeur 2. Et là, celui qui a fait la promesse, donc le premier on va dire, c'est celui qui a eu 1 comme réponse. Donc si j'ai 1, il se dit c'est moi qui a tenu ma promesse et je dois donc appeler le service et fournir la donnée en cache pour les autres. Donc il va appeler le service. Donc les autres en même temps. Les autres, imaginons que le système a du mal un peu à répondre, il va répondre en une demi-seconde par exemple, et pendant ce temps-là, dans cette demi-seconde, j'ai la deuxième appel. Ma promesse, il me répond 2, ce n'est pas à moi de le faire, mais je vais interroger quotidiennement le cache, donc je vais l'interroger plusieurs fois avec un petit delta entre chaque appel, pour voir si jamais celui qui me l'a promis me l'a mis en cache. Bien sûr, tout ça réglé par un timeout qui est légèrement supérieur au timeout de l'appel du système externe. La première appel reçoit sa réponse, il va mettre à jour le cache pour ses copains, et bien sûr supprimer la promesse, aussi par une opération atomique, pour que quand le TTL de jeu va arriver, la liste des jeux est invalide pour une raison ou une autre, que les autres puissent encore interroger le système externe et qu'ils puissent faire leurs promesses. Donc voilà un système qui nous a permis d'éviter que le cache à la première utilisation ne retourne rien, donc on ait des misses en fait pour chaque appel concurrente. Donc deuxième chose, j'ai parlé de TTL. Donc les TTL c'est important bien sûr pour tout ce qui est invalider le cache, parce qu'une cache c'est très bien, mais bien sûr si la donnée évolue, c'est pas top, surtout si je veux prendre des paris par derrière. Donc ici j'ai un solde par exemple avec un TTL de 60 secondes, au bout de 60 secondes il va être supprimé. Par contre j'ai toujours besoin d'invalider parfois beaucoup plus rapidement ce cache. Donc deux cas de figure. C'est un événement externe qui va déclencher cette invalidation-là. Donc dans ce cas précis, j'ai un gain sur un jeu. J'ai joué et puis 5 minutes après la course, l'argent est distribué. J'ai donc un événement qui va survenir dans mon système, que je vais recevoir, qui va me faire que je vais invalider directement mon cache. Je peux l'invalider parce que je connais la clé. Je connais la clé du cache, je connais en fait le numéro du compte de mon client. Je peux invalider son solde. Bien sûr, ici, je ne mets pas à jour le solde parce que je ne connais pas le montant du gain. Ça va dépendre en fait à un appel à un autre système, mais je ne peux qu'invalider cette donnée-là. Deuxième chose, je connais déjà la donnée la nouvelle donnée. Dans le cas, par exemple, je prends un pari qui va coûter ici 2 €, donc je sais que le solde va être décrémenté. Ça me permet d'éviter un appel. Je ne fais pas de delete, mais j'update directement le cache. Donc, très bien.
Mais tout ça, ça ne fonctionne uniquement aussi si on connaît la clé. Je connais la clé à invalider ou je connais la clé de l'objet que je veux mettre à jour. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je ne connais pas la clé? Dans quel cas est-ce que je ne connais pas la clé? Par exemple, j'ai des requêtes qui sont paramétrées. Je vais le paramétrer en fonction, par exemple, d'une pagination cliente qui va me demander la liste des jeux entre la 3e page et la 58e. Donc, je vais mettre en cache, par exemple, cette information-là. Je vais avoir énormément, des centaines de requêtes qui sont tous paramétrées différemment. Et je ne peux pas, tout bêtement, invalider l'ensemble des valeurs possibles et imaginables que je peux calculer. Donc là, on a mis en place un système d'invalidation par événement. Alors ici, l'événement qu'on a choisi, c'est le logout. C'est un exemple dans lequel je dis, voilà, quand je vais faire un logout, quand je vais me déconnecter du site, je vais invalider un certain nombre de caches. Alors, je ne connais pas lesquels. Donc ici, imaginons que le client regarde le détail de son pari, référence 1. Là, automatiquement, ce que je vais faire, en même temps que je crée bien sûr mon objet jeu, détail du jeu pari 1 dans Couchbase, je vais créer une liste dont la clé est connue cette fois, parce qu'elle s'appelle logout pour le compte 1, et je vais mettre à l'intérieur la clé de l'objet qui est rattaché à cet événement-là. Donc je vais avoir un deuxième événement, un détail d'un pari 6. Je vais très simplement rajouter ma donnée dans cette liste-là. Donc là, je vais avoir un troisième événement, de type différent. Cette fois, j'ai un jeu. Voilà, j'ai regardé les jeux entre le 23 et le 35e élément. Je le rajoute. Pas de problème que les données soient de nature différente. Ils seront aussi dans la liste. Mon événement arrive, je clique sur déconnecter. Ce que je vais faire, je vais récupérer avec la clé connue logout compte 1, 2, 3 la liste de l'ensemble des clés que je dois invalider. Et je peux donc très simplement invalider l'ensemble de ces clés-là. Alors pourquoi? On peut avoir différentes raisons de vouloir faire des invalidations pour que le client, à sa prochaine connexion, ait la donnée la plus fraîche, par exemple. Voilà, donc ça, c'était une solution qu'on a trouvée sur un autre ensemble fonctionnel. Mais il nous restait d'autres problématiques qu'on n'a pas pu résoudre dans ce cas-là. Une des problématiques qu'on pouvait résoudre quand même, mais qui, pour des données qui étaient très demandées, enfin pas très demandées, mais qui étaient très volatiles, qui changeaient très souvent, comme les rapports probables. Alors les rapports probables, c'est quand les cotes changent sur un jeu, qui changent très souvent. On va changer aussi les états de course des différentes chevals qui sont dans le jeu, etc. Et donc là, ça a entraîné aussi beaucoup d'écriture et de manipulation dans le cache. Donc toujours un problème de fragmentation et beaucoup de données à invalider, à faire des opérations dans Couchbase. Donc ce n'était pas idéal. Et aussi, parfois, on a besoin de faire des invalidations par cascade. Voilà, j'ai une donnée qui dépend d'une autre, qui lui-même dépend d'une autre, etc. Donc comment je vais gérer en fait cet arbre d'objets que je vais invalider? Donc là, on a pensé à une solution, ce qu'on appelle une invalidation par versionning. Donc là, j'ai une réunion en langage hippique, c'est un ensemble de courses. C'est à l'hippodrome Vincennes, par exemple, ce jour-là, j'ai une réunion, c'est-à-dire je vais avoir du matin au soir 5 courses. Donc quand je crée cet objet réunion, je vais l'associer à une metadata. Donc je vais rajouter dans l'objet une metadata. Cette metadata, en fait, c'est un sorte de compteur que je vais créer à l'extérieur. C'est un autre objet, la version de la réunion, qui va être égale à 1. Et je vais mettre directement donc, cette version dans mon objet. J'ai un objet course qui lui-même, par exemple, va dépendre de cette même réunion. Imaginons qu'on garde dans la course l'état de la réunion ou quelque chose comme ça. Dans la réunion, on peut garder le nombre de courses qu'il y a dans cette réunion. On peut avoir différents liens entre ces deux-là. Donc, je mets dans la course aussi l'information comme quoi elle est liée au compte, à la réunion. Alors ici, pour être simple, je n'ai pas mis que c'est la réunion la réunion de Vincennes.
mais c'est compris en fait dans la clé. Mais je mets surtout la version dans laquelle je dépends. Pareil, une course va dépendre du partant 1 de la version 1, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand l'état de la réunion va changer ou pas? Comment je vais savoir si la course est toujours valide ou pas valide? Donc, premier cas de figure, donc je vais récupérer la réunion. Alors, Couchbase me permet de récupérer plusieurs clés en même temps, ce qui me permet de faire le moins d'opérations possible. Donc, je récupère la réunion, mais aussi sa version en même temps. Et je compare la version que j'ai récupérée avec la metadata qui est dans la réunion. Dans ce cas-là, la version est égale à 1, l'objet metadata est égal à 1, il n'y a aucun problème, ma donnée est valide. Je peux donc l'utiliser. Là intervient donc un événement sur cette réunion, par exemple. Dès que j'ai l'événement, je vais incrémenter mon compteur. Je vais incrémenter le compteur de la réunion qui va devenir 2. Et mon utilisateur, cette fois, est sur la page course, récupère la course. Donc course, et en fonction de la metadata qui est ici, va récupérer aussi la version de la réunion à laquelle elle était attachée. Et comme on a vu tout à l'heure, la course avait toujours la version 1 de la réunion. Donc ici, ma comparaison ne marche plus, 1 n'est plus égal à 2. Donc même si l'objet course n'a pas expiré dans le cache, je vais considérer qu'elle est invalide. Je vais donc aller chercher ma donnée dans le système et mettre à jour la course avec la dernière version de la réunion. Donc pareil, si j'ai un partant qui lui arrive, je n'avais pas encore fait de demande sur le partant, lui il aura directement sa version à lui, et il pourra aussi à chaque événement mettre à jour son compteur. Donc chaque objet peut avoir sa version à lui, mais aussi la version des objets auxquels il est rattaché. Donc on a presque, on va dire, résolu tous les problématiques liées à les invalidations par cascade, etc. On fait des invalidations implicites ou explicites ou par TTL, et des invalidations par événement. Et avec ce cas de figure, on a des invalidations par version. Par version qui nous permettent justement de faire des invalidations par cascade et sans faire d'invalidation du tout. Donc on économise aussi un delete à un événement. Donc bien sûr, le cache, c'est très bien quand on fait des appels à des systèmes externes qu'on ne contrôle pas. Mais à un certain moment donné, on récupère aussi des données de la source directement, et on voudrait stocker nous-mêmes cette donnée-là. Donc là, pourquoi passer par ce type d'événement? On va stocker nous-mêmes la donnée directement dans le cache. Donc le cache, dans ce cas-là, ce sera du NoSQL, donc en mémoire bien sûr, pour que ça profite aussi de cache, pour que ça soit le plus réactif possible. Alors des petits exemples de données qui sont relativement importants dans ce cas-là, c'est justement, j'ai parlé des cotations tout à l'heure, donc ce qu'on appelle des rapports probables dans le HIPIC, qui évoluent très souvent. À l'arrivée de la course, à l'arrivée du départ de la course, ces informations vont évoluer très très rapidement. Je vais aussi avoir tout en haut les totals des enjeux. Ici, j'ai 335 000 euros, 556 000 sur notre course, sur notre pari, etc. Et ces événements vont évoluer très rapidement. Ces informations, moi, je les reçois. Je ne vais pas les stocker en base de données, puisque si après, je dois en plus mettre à jour des caches, etc., je vais la stocker directement dans ma base NoSQL. Donc, c'était une des premières motivations pour stocker ces informations-là. Des données aussi ici comme la tirelire, parce que les gens ils vont être très intéressés. Est-ce que la tirelire est tombée? C'est-à-dire est-ce que j'ai gagné le quintet plus et que le numéro tiré au sort est sorti? Donc les gens veulent connaître cette information au plus tôt. Un troisième problème qui est aussi
que l'on peut avoir si on utilise les systèmes MySQL qu'on a eu par ailleurs, c'est en général pour assurer les performances, on va configurer notre système de base de données en mode cluster avec des écritures qui vont aller sur le master et des lectures qui vont aller sur le master et sur les autres slaves. En général, donc, ça se passe très bien si le mode de réplication est assez fluide. Mais dans des cas où on a des exigences assez fortes des utilisateurs, on n'a pas forcément lu la donnée la plus fraîche, celui qui vient d'être écrite. Donc si on tombe bien sûr un read sur le slave. Et en plus, si on la met en cache, on va encore prolonger la durée de cette donnée qui n'est pas fraîche, bien que la donnée fraîche, elle est dans le master. Dans le cache, pendant une seconde, 5 secondes, je ne sais pas, on va avoir une donnée qui n'est pas bonne. Donc, il y a aussi des incohérences par rapport à la télé, par exemple, qui est à côté, qui ne montre pas exactement la même information. Donc voilà, donc ce qui nous a permis de passer directement à du Couchbase. On va écrire directement cette donnée dans Couchbase, qui lui va le persister sur disque, parce que Couchbase, c'est aussi de la persistance, c'est pas que la partie memcached. Donc on a une tolérance aux fautes par rapport à ça. On a aussi un stockage, parce qu'on veut stocker pendant 10 ans, 20 ans ces données-là. Donc on a la persistance, et on a en plus directement la donnée, plus besoin d'invalider. Comment faire des requêtes dessus? La structure de la clé, c'est ce qu'on a vraiment utilisé de principal. On n'a pas utilisé les fonctionnalités de requêtage qu'offre la plateforme. On s'est basé sur la structuration de la clé qui nous permet de retrouver directement la donnée que l'on cherche. Donc dans ce cas-là, je vais chercher la tirelire de la date du jour, ou la météo de la date du jour sur la réunion 1 à Vincennes, ou les pronostics d'une telle course, etc. Donc cette requête, en fait, je vais la faire côté applicatif en construisant une clé en fonction de ces données-là. Et cette clé, c'est Couchbase qui, par son indexation interne, on va dire, va le récupérer depuis le nœud sur lequel se trouve cet objet-là. Donc avec une seule requête get, sans aucun calcul côté serveur. Alors, sans aucun calcul, alors, il ne faut pas oublier qu'on a un mécanisme de sharding côté Couchbase, c'est-à-dire qu'une donnée, qu'une clé particulière, elle est stockée sur un seul nœud. Sur un nœud, peut-être des réplicas, bien sûr, mais essentiellement un nœud maître. Donc, cette configuration des nœuds en fonction de la clé, qui est construite en fonction de la topologie de mon cluster, c'est un algorithme partagé entre le client et le serveur. Le serveur, au début de la connexion avec le client, va envoyer la topologie du cluster au client. Donc le client connaît exactement cette topologie-là et peut savoir, en fonction de la clé, sur quel nœud se trouve mon objet. Et donc du coup, va l'invoquer directement. Alors pourquoi j'ai mis un petit warning? Parce que c'est des problématiques qu'on a rencontrées surtout en pré-production, pas forcément en production, mais ça peut arriver dans votre cas de figure. C'est que vous pouvez avoir ce type de problème. C'est que vous avez un cas particulier où tout le monde demande exactement la même information. Donc si vous avez une surcharge très importante, en fonction de ce mécanisme de sharding, la majorité des requêtes va aller sur un nœud vraiment particulier. Donc ici, tout le monde demande la tirelire à cette date-là, alors que les autres informations sont peu demandées. Donc que faire dans ce cas-là? Chez Couchbase, il y a une nouvelle API qui est assez récente qui nous permet de requêter aussi les réplicas, donc pas forcément la donnée maître, mais bon, il faut utiliser des API un peu plus bas niveau qu'offre l'API. Vous pouvez aussi construire, côté applicatif, une répartition des clés ou de la donnée plus en adéquation à cette répartition. Donc l'utilisation de la donnée, du stockage de la donnée, hormis ces problématiques, on va dire, de sharding, était
nous a donné de très bons résultats sur la consultation d'informations de type document. On stocke des documents, toujours sur mon site web, très classiquement. Je vais aller dans ma réunion ici, une course, voilà, donc si je veux avoir des informations sur un cheval, je vais avoir directement le document qui est stocké ici en Coachbase. Je calcule automatiquement sa clé, je récupère les données. Pareil, si je veux récupérer les pronostics qui sont liés à ça, j'obtiens directement ma donnée JSON qui est reformatée bien sûr par le client pour un affichage. On peut faire donc c'est très réactif, on est assez satisfait de cette solution-là. Donc toutes ces informations que l'on récupère stockées sous la forme de documents dans de JSON. Aucune requête, aucune vue pour ceux qui connaissent Couchbase, uniquement par le calcul des clés et un stockage donc, de cette information-là. Voilà, là, je peux naviguer, donc récupérer ces informations directement dans le cache, donc des informations qui sont toujours à jour. Comme les plus jouées par exemple, ces informations sont typiquement des données qui sont rafraîchies à des fréquences très élevées puisque en fait, il constitue un des éléments très importants pour choisir un pari ou un cheval. Alors, je vais rester sur ce slide-là. Alors, sur cette page plutôt, je vais retourner au programme. Alors, pour celui qui arrive sur cette page-là ou celui qui a l'idée de cliquer pour avoir une information, c'est très bien, j'ai la donnée la plus fraîche au bon moment. Mais de l'autre côté, j'ai parié sur une course et je suis en train de regarder le résultat. J'ai peut-être même ouvert la course en direct ici, je regarde la télé ou la radio. Et je veux voir dans quel état est ma course. Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que la course est partie? Mais c'est surtout pour décider du moment où je veux parier. J'ai constitué ici mon pari. Je vais prendre un pari simple. Je vais lui jouer en gagnant. Je vais jouer sur le favori. Et puis j'attends. J'attends parce que je regarde un peu les événements ici. Et je veux avoir l'information la plus fraîche, et je veux parier au dernier moment pour profiter en fait de l'ensemble des joueurs qui ont fait évoluer la cote en choisissant le bon cheval, parce qu'ils connaissaient très bien, mais aussi peut-être parce que je suis un gros parieur, c'est pas 1,50 € que je vais jouer, c'est 500 000 €, et je ne veux pas, avec mon jeu, influencer la cote et donc réduire mes gains. Donc je vais parier au dernier moment. Et pour avoir le dernier moment, j'ai besoin d'un système temps réel qui m'informe dès que la donnée est disponible, de l'information. Ils me disent, voilà, la course va partir dans un instant, ou la course est terminée, vous avez gagné, bravo, vous pouvez aller au suivant. Donc, et pareil, dans l'écran ici du programme, c'est une timeline qui évolue, donc je veux la voir évoluer, je n'ai pas besoin de cliquer ou de faire une action pour voir avancer en fait ma timeline. Alors, il me reste un petit peu de temps. Donc la solution, vous l'avez bien compris, c'était d'introduire la technologie WebSocket pour que ces informations qui sont poussées dans le cache soient aussi poussées en même temps aux clients. Et quand je dis clients, c'est voilà, on a ciblé 100 000 clients qui potentiellement sont connectés pour prendre un pari ou pour consulter l'état de leur jeu pour savoir s'ils ont gagné ou pas. Donc 100 000 personnes qui veulent avoir l'information le plus tôt possible. Voilà, donc je vous ai présenté ça. Alors, on a implémenté, la première implémentation que l'on a faite, c'était avec Node.js et Socket.io. Malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir les performances attendues. On a surtout eu des problèmes de leak au niveau des sockets qui n'étaient pas fermés quand les différents clients, bien sûr, on a différents types de clients, des WebSockets, XHR Polling, enfin plein de choses, et qui faisaient des fermetures de leur écran, de leur navigateur, et ces sockets n'étaient pas forcément fermés côté serveur. Donc, deuxième implémentation, on est passé sur du Vertex, on n'a pas investigué beaucoup plus que ça sur des paramétrages système très spécifiques, etc., qui pouvaient résoudre le problème. On est passé sur du Vertex et du SockJS.
là, aucun souci, on a atteint les performances avec toutes les exigences attendues. Donc Redis a été utilisé ici pour partager l'information entre l'ensemble des serveurs Vertex qui sont déployés. Pour 100 000 clients, aujourd'hui, on doit avoir 4 serveurs Vertex et ces informations sont poussées sur un bus Redis, sur un channel particulier sur lequel tous les Vertex sont abonnés et je peux recevoir l'information. Alors l'information, c'est quoi? C'est des petits messages qui vont m'informer du changement d'état sur un objet particulier. J'ai demandé par exemple ici une réunion qui est annulée, donc j'ai l'information, j'ai la date, alors offset, c'est pour des changements d'horaire, etc., qui va me permettre de calculer le temps exact à afficher, un timestamp, mais c'est surtout un contexte qui est assez libre ici, et le client JS ou native va interpréter ce résultat. Nous avons aussi un système d'abonnement. Tout le monde n'est pas intéressé par la réunion 1 course 2, c'est uniquement ceux qui vont être sur cette page-là, par exemple, qui vont être intéressés. Les gens qui sont sur la page sportive ne sont pas intéressés par les événements épiques. Ou je peux être intéressé uniquement par des évolutions de mon compte joueur. Je veux savoir, par exemple, quand j'ai gagné. Alors, ce n'est pas forcément gagné, je sais que j'ai gagné, mais je ne sais pas combien. C'est le système qui va calculer en fonction des derniers paris enregistrés le montant exact. Donc une fois que ce montant exact est calculé, qui peut arriver à n'importe quel moment, et je suis devant mon PC à attendre, est-ce que j'ai gagné 50 euros ou 50 000 euros, je ne sais pas, donc j'attends cette information-là. Donc là, on a mis en place un système d'abonnement où on a un petit langage qui nous permet de déterminer un ID par rapport à un client et puis l'information sur laquelle je suis intéressé. Il est poussé depuis le client au serveur Vertex toujours dans la même WebSocket. Donc une seule WebSocket, je peux envoyer plusieurs abonnements. Je suis abonné à tel événement, tel événement, tel événement. Et je recevrai uniquement les informations qui sont destinées à ce channel. Donc très rapidement, l'architecture, alors pour assurer tout ce qui est disponibilité, mais aussi failover, et puis même sécuriser, parce que les informations sur le solde, ça passe sur du SSL. Donc on a je ne l'ai pas mentionné ici, on a du S-Tunnel qu'on a mis devant les achats proxy, et du LVS pour faire du failover dessus. Donc ça, c'est la partie distribution. Nos Vertex, donc, qui sont abonnés à ce Redis. Voilà, donc j'ai un événement sur la course, la réunion R1 C2 qui concerne une course sur l'Epic, évidemment, qui est poussé donc jusqu'au client qui est abonné à cette information-là. Le résultat de tout ça, alors brièvement, on peut dire qu'on a, comme vous l'avez vu, une plateforme qui est très réactive. J'ai l'information assez rapide, que ce soit par l'utilisation de cache ou par les WebSockets. De l'information aussi qui est très à jour en utilisation du NoSQL. Et en fait, c'était aussi un apprentissage pour nous d'expérimenter toutes ces technologies-là et de l'appliquer de plus en plus en fait, à différentes facettes en fait, du système. Aujourd'hui, l'ensemble du site n'exploite pas toutes ces fonctionnalités-là, mais du point de vue ergonomie, etc., on s'efforce donc d'appliquer l'ensemble de ces solutions. Par contre, une métrique quantitative qui est, elle, assez factuelle, c'est le gain qu'on a obtenu en passant par ces types de technologies-là. Donc avant, quand je dis avant, on était sur des technologies toujours Tomcat, mais plutôt UH cache en mémoire, donc interne de la JVM, avec des bases de données MySQL ou Oracle. Donc on est passé de 160 serveurs à une vingtaine de serveurs. Donc avec la réactivité en plus qu'on ne l'avait pas. Alors, ça, je ne vais pas en dire, parce que l'ergonomie, chacun, il y a toujours des gens qui veulent lancer un site, etc. Bon, pourquoi pas. Mais en termes de coût d'exploitabilité et de maintenance, je pense que là, il n'y a pas photo. Donc le challenge, pour nous, il est atteint. Donc on a atteint un peu les objectifs initiaux qui étaient d'assurer une plateforme performante et maintenable.
Donc voilà, et donc je voudrais aussi remercier l'ensemble des développeurs qui ont participé bien sûr à cette aventure pendant 2 ans. Donc une partie est ici, mais on a beaucoup d'autres aussi qui ont travaillé tous sur ce projet depuis 2 ans. Voilà. Merci. Oui, j'ai une petite question. Oui. Vous stockez donc dans Couchbase avec une clé structurée. Et en plus, vous gardez un historique pour des raisons légales, j'imagine. Oui. Comment vous faites si, à un moment, pour des raisons fonctionnelles, ce qui structure la clé doit changer? Alors, c'est très important. En fait, ce qui structure la clé est importante, mais ce qui est aussi important, c'est la structure de la donnée elle-même, elle peut évoluer. Donc, avec la même clé, on va adresser en fait une donnée qui n'est pas forcément structurée de la même façon. Là, il n'y a pas de recette miracle. C'est côté applicatif. On doit développer nous-mêmes soit des scripts ou des applications pour soit modifier la donnée parce que c'est important, soit gérer au côté applicatif des différentes façons de requêter la base. Mais c'est une problématique très importante quand on utilise ce type de technologie où on ne peut pas facilement modifier l'ensemble, rajouter une colonne par exemple dans MySQL, c'est simple. Ici, on doit le faire du côté applicatif. Autre question? Merci.